Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, des réactions nombreuses, entre autres au niveau politique, là, aux coupures chez TVA. Et la question que je me pose, moi, est-ce que les politiciens, dans le fond, est-ce qu'ils font des ballons aujourd'hui parce qu'il faut dire quelque chose, ou est-ce qu'ils ont la moindre idée de solution, là? Je sais pas s'ils ont des idées de solutions, Mario, mais je pense que la nouvelle d'hier a quand même frappé pas mal d'imaginaires. On a vu aujourd'hui là, de toutes parts, là, tous médias confondus, et pas juste à l'intérieur là, de Québécois, là, des chroniqueurs, des commentateurs, là, vraiment prendre acte là, de cette décision-là. Et je pense que personne ne remet en question la nécessité d'y aller de l'avant avec ça, au sens où vraiment il y a un problème financier, un problème de modèle d'affaires actuellement dans les médias québécois. Et donc, comment dire, il y a personne qui s'en remet, par exemple, à une mauvaise décision de gestion. Par contre, là, il y a vraiment toute la question de l'encadrement du domaine des médias. On a un système au Canada et au Québec qui est très complexe, avec différents types de médias, qui soient de la littérature écrite, les films, le numérique, etc., qui est financé par un ensemble d'acteurs. Et je pense que là, il y a un problème qui est que la télé, les nouvelles, la production télévisuelle tombe un peu entre certaines craques, notamment au Québec. Et donc, le ministre Lacombe s'est exprimé assez longuement, a pris plusieurs questions des journalistes pour dire que il mettait ça un peu sur le dessus de sa pile, évidemment. En même temps, l'enjeu est toujours le même, Mario, c'est que c'est certain que si demain, le gouvernement déliait les cordons de la bourse et trouvait un 50 ou un 100 millions de dollars à distribuer dans l'industrie, ben, c'est une forme de privatisation de deniers publics, hein, parce que l'enjeu, justement, c'est que beaucoup d'entreprises privées ne sont plus rentables. Donc, puis je verrais mal demain Mathieu Lacombe envoyer un chèque de 50 millions à Pierre-Carl Péladeau pour dire « Gardez donc ces 500 employés-là ». Non, c'est ça. Non, on se comprend. Il faut trouver des façons comme de subventionner ou d'atténuer les dépenses pour s'assurer que ça se fasse tout en gardant des profitabilités qui sont respectueuses du fait que c'est au final l'État qui paye une grande partie de la note, là. Ouais, mais prenons juste le CRTC, sa façon d'encadrer, de fixer toutes sortes d'obligations aux médias. Alors que les nouveaux médias qui arrivent sur le numérique, les plateformes en ligne sont soumises à aucune contrainte. Je veux dire, il reste que quand tu regardes ça, tu dis, tu as mis en place un organisme réglementaire au Canada dont l'effet aujourd'hui est de nuire à tes entreprises locales contre une concurrence étrangère. Ça se peut pas, là. Effectivement, ou par ailleurs, là, tu sais, c'est drôle, je sais pas si tu as eu la chance de regarder la conférence de presse, là, Mario, mais tu sais, à questionner à savoir si la loi C-18 allait dans le bon sens, puis si son homologue fédéral devait changer son fusil d'épaule. Disons que le ministre Lacombe y est allé d'une réponse qui laissait pas beaucoup de doutes sur le fond de sa pensée, mais en même temps, il reconnaît que c'est de juridiction fédérale. Mais on va se le dire, depuis que la loi C-18 là, qui cherche à faire payer les GAFAM a été annoncé, là, entériné, a reçu la sanction royale. Plusieurs médias québécois, hein, puis c'est là où il y a, oui, il y a des chasse gardée réglementaire et politique, mais plusieurs médias québécois souffrent énormément. Puis là, le ministre Lacombe, évidemment, il est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est une décision du fédéral, mais qui fait très, très mal aux médias locaux pour l'instant, cette espèce de bras de fer. Bon, je pense pas qu'on peut associer directement ça à la nouvelle d'hier, mais ça reste que dans l'écosystème actuel, de priver et de jouer le bœuf face à des géants du web, comme le fait le ministre Rodriguez, puis maintenant sa successeur, Mme Saint-Onge, c'était un peu naïf. Puis là, clairement, on a fait que creuser un petit peu plus la tombe là, de certains médias. Donc, encore une fois, il faudra voir si Québec reprend un peu possession de cet enjeu-là là, dans les prochains mois, parce que, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est clair que Facebook ne semble pas vouloir jouer avec nous là-dessus. Ouais. Francis, il y a ce dossier qui est dans le journal ce matin, mais dont le cœur va être présenté ce soir à l'émission J.E. C'est que nos équipes d'enquête ont fouillé dans un organisme qu'une grande partie, je pense, de la population connaît même pas ou a jamais entendu parler. L'Office de consultation publique de Montréal.
Donc, un organisme dont l'utilité, on pourra en discuter longtemps, mais qui, ma foi, avait des budgets importants là, de comptes de dépenses. Les gens au restaurant à répétition, des gros repas. On voit les noms des restaurants les plus chics, là, les tables les plus connues à Montréal. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais dire une chose, Mario, avant de me lancer là-dedans. Je pense que c'est utile d'avoir un office de consultation publique dans une ville. OK? Fait qu'on va partir de cette prémisse-là. Il y a des projets. Parce que moi, le seul dossier. Moi-même. OK, mais le seul dossier que je connais, c'est le Camillien Hood, le Mont-Royal. Puis la ville a fait le contraire de ce que l'office proposait. Fait que là, et j'ai été beaucoup impliqué, Mario, sur le règlement sur la mixité, qu'on appelle du 20-20-20 sur le logement social. Et la ville a aussi fait pas mal le contraire de ce qui était dit dans les mémoires majoritaires. Mais, bref, tout ça pour dire, il y a un office, on consulte les gens, c'est un processus, puis là, je veux pas faire le procès de comment ils font leur job, mais l'enjeu, Mario, puis c'est là où je comprends pas. Moi, demain matin, tu me nommes en charge de faire de la consultation publique. Mario, je vais faire de la consultation publique. Je vais inviter les gens à venir dire leur opinion, à écrire des mémoires. Je vais produire des rapports. Mais quand j'apprends que ces gens-là vont à Paris, mais pourquoi à répétition, en voyage, à répétition pour benchmarker ce que font les Parisiens? Il me semble que sur Zoom, ça se ferait quand même. Je veux dire, tu veux voir les consultations publiques? Là, et donc, là, ils vont à Paris, des notes de restaurant de 350 $. Mario, je suis allé souvent à Paris dans ma vie. Je peux te donner des bonnes adresses qui ne coûtent pas 350 $. C'est une ville chère, mais quand même. Et donc, d'apprendre que cet organisme-là, déjà qui est perçu, Mario, comme tu le dis, comme étant relativement déconnecté de la réalité des Montréalais, un peu hautain, qui entretient un genre de rapport avec quelques lobbyistes et quelques personnes influentes qui ont les moyens d'écrire des mémoires, permettent d'aller faire des grands voyages à l'étranger pour Dieu ne sait quoi. Là, je veux dire, encore une fois, je n'ai aucune explication rationnelle pour laquelle un office de consultation publique d'une ville comme Montréal devrait aller ailleurs que Longueuil, Laval, Mirabel, Châteauguay. Là, tu comprends? Pour moi, c'est votre terrain de jeu. Vous bougez pas. Et là, après, comme tu le dis, des dépenses, mais comme sans maudit bon sens, des télévisions à 8 000 $. Je dis, Mario, je me suis acheté une télé chez Costco récemment, une 80 pouces. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus grand que ça, mais ça m'a coûté 1200. C'est une très bonne télévision. Fait que je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que quand c'est l'argent des autres, on est peut-être un petit peu plus lax sur la dépense, mais c'est un pattern répété. Et ce qui me choque quand même, Mario, c'est que la personne largement responsable de ça, c'est Mme Dominique Olivier, qui était à la tête de l'OPCM, et guess what, qui est maintenant la présidente du comité exécutif et qui nous qui est censé réviser les dépenses de Montréal pour la sortir du trou. L'argent à la ville de Montréal, c'est donc difficile. Mais m'ont dit, on peut-tu imaginer un pire casting pour notre ville que quelqu'un qui se la joue gouverneur général avec l'argent des Montréalais? Et donc, encore une fois, pour moi, il y a vraiment j'espère qu'on va... Puis là, je rajoute à l'injure, Mario, l'Office de consultation publique refuse de répondre aux questions des journalistes. Je veux dire, comme s'ils étaient redevables de rien. Ils disent que c'est un organisme indépendant, mais qui est à 100% financé par la ville. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de reddition de comptes. Je sens qu'il va y avoir un peu de pression qui va être mise là, sur Mme Plante et sur son administration et sur le CPM dans les prochains jours pour qu'on fasse un gros ménage là-dedans. Je devine aussi que le bureau de l'inspecteur général de Montréal va vouloir aussi s'intéresser à ça parce qu'honnêtement, il y a des normes là, quand on est fonctionnaire, là, puis je pense pas que des repas à 350 $ pour deux, ça fasse partie des normes. Mais d'autant plus, Francis, toi, t'es dans le monde des affaires, t'es consultant, tout ça, si tu fais un repas, tu peux aller manger avec quelqu'un, exemple, parce que tu voudrais qu'il devienne ton client. Tu comprends? Puis il pense avoir... Tu vas aller manger ensemble, on va jaser de ça, conclure le repas, excellent, j'aime vraiment ton approche, je vais faire affaire avec toi. Donc là, quand tu vas mettons que tu mets le reçu pour le dîner ou le souper, tu vas inscrire le nom du client, tu vas le passer à l'impôt, parce que c'est un vrai... Mais dans le cas qui nous occupe, il refuse de dire avec qui c'était quoi les repas là. Fait qu'on sait même pas, on peut même pas avoir la certification que c'était vraiment parce que je sais pas avec qui tu peux aller manger un office de consultation publique là. Comment tu peux faire des lunchs d'affaires? C'est ce que je te dis, Mario. Qui est-ce que tu essaies d'impressionner là? T'es l'office de consultation publique de Montréal. Pourquoi tu vas à Paris pour trouver des clients là, ou des partenaires? Tout ça n'a aucun
sens pour moi, Mario. Puis comme je te dis, c'est un domaine que je connais bien et je sens que c'est clairement un domaine où on avait beaucoup d'argent public, aucune reddition de compte. Puis, tu sais, le clou final de cette histoire-là, l'ancien secrétaire général de CPM, Luc Doré, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné à l'époque, quand il était chef de cabinet, pour une fraude de 34 000 $ pour abus des deniers publics. Donc là, c'est comme le bout de la marde. Genre, pour moi, c'est comme, on pourrait pas imaginer un pire casting pour un office. Et je reviens à mon point de départ. C'est dommage parce que je pense qu'il faut des organismes de consultation publique dans les villes. Mais là, clairement, à Montréal, on a fait n'importe quoi. Puis ça, il faut faire du ménage là-dedans. Tu nous as gardé informés à intervalles réguliers de la situation de Sam Bankman-Fried, là, de FTX, la compagnie de l'entreprise qui faisait dans les crypto-monnaies. Eh bien, il y a une sentence qui est tombée devant le tribunal. Une sentence, Mario, qui est tombée hier et qui a été décidée par les jurés en moins de 4 heures. Puis selon ce que j'écoutais cet après-midi sur le site du New York Times, ça l'a inclus un lunch. Donc, ils n'ont pas délibéré longtemps? Non, puis tu sais, certains pensaient que ça pourrait prendre plusieurs jours, qu'il y aurait des gens qui se ligueraient avec Sam Bankman-Fried. Malheureusement, ça semble avoir été unanime très rapidement. Donc, il a été reconnu coupable sur les 7 chefs d'accusation, essentiellement fraude, blanchiment d'argent, complotisme. Donc, vraiment, ça n'augure pas bien. Je suis un peu triste, Mario, parce que je ne pourrais plus t'en parler. Ah oui, c'est comme fini, là. C'est très entertaining, cette saga. C'est un peu la fin. On va simplement devoir attendre en mars prochain pour connaître la sentence. C'est quand même un délai qui est assez long. Mais M. Bankman-Fried fait face à 110 ans de peine maximale. Donc, pour un jeune homme de 31 ans, c'est quand même une perspective peu alléchante. Pour nos mémoires, là, si tu nous rappelais en version simplifiée son crime, c'est comme s'il a volé, fait disparaître de l'argent des crypto-monnaies de déposants qui avaient déposé chez FTX leur crypto-monnaie, leur argent, là, dans le fond. En fait, il y a 2 choses, Mario. Le fait que ce soit des crypto-monnaies, ça c'est simplement dire qu'il y avait peu de régulation, donc peu d'analyse. Mais si on compare ça à ce que ferait une banque en dollars là, normale, c'est comme si tu allais chez n'importe quelle banque que tu déposais ton chèque de paye, tu disais je veux mettre 1 000 $ dans mon compte d'épargne, puis que le banquier il se tournait de bord puis il allait jouer ça sur les marchés. Là, tu comprends? C'est-à-dire que l'argent, toi, en principe, quand tu le déposes dans un compte d'épargne, il est supposé d'être là, il est supposé être accessible. Le banquier, il peut pas aller s'amuser avec, investir dans Lion électrique, puis Tesla, puis n'importe quoi. Là. Je veux dire, tu sais, il est supposé de garder ton argent en encaisse, puis il y a des sortes de ratios là, dans les banques, c'est assez compliqué. Ce que M. Bankman-Fried a fait, il a collecté de l'argent des déposants, et là, on parle pas de 1 000 $, on parle de milliards de dollars, là, à peu près 8 milliards de dollars qui manqueraient maintenant, qu'il a lui-même prêté à l'autre branche de sa compagnie qui s'appelait Alameda Research, qui, elle, faisait justement des placements spéculatifs. Et donc, les crypto-monnaies se sont effondrées. Donc, le 1 000 $ symbolique que je te disais, donc le 8 milliards en valait plus que la moitié et le tiers. Puis éventuellement, quand les déposants sont venus puis ont demandé leur argent, ben il n'y en avait plus. Et donc, ça a amené à la faillite de FTX et de Alameda Research simultanément. Ce qui est un peu paradoxal, Mario, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies ont redoublé de valeur depuis pareille date l'an dernier. Là, ça a eu une augmentation d'à peu près 100%. On n'est pas revenu au niveau d'antan, mais ça a quand même repris beaucoup de valeur. Puis certains des placements que M. Bankman-Fried avait fait se sont avérés brillants. Donc apparemment, selon certains analystes, ça se pourrait que les déposants n'aient pratiquement pas perdu d'argent, mais c'est un peu comme une genre de conjonction chanceuse là, des faits économiques. Qui ne lui vaudra pas un pardon là, pour sa gestion jugée criminelle. Là. Exactement. Je me pose quand même la question en terminant, Mario, c'est quand même un gars de 31 ans, puis oui, il a commis une faute grave, majeure, mais c'est certainement un des cerveaux les plus intelligents de cette génération-là, dans cet univers-là, immensément complexe. Je me demande, un peu comme dans les films, est-ce qu'on pourrait pas le mettre à contribution pour la société américaine de partir à la chasse aux méchants ou faire de meilleures lois d'encadrement, parce que là, le faire croupir en prison pour le reste de sa vie, c'est comme un mauvais usage de ce cerveau-là, mais en même temps, c'est amplement mérité, je pense. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Je t'en prie. À lundi. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado